Quand nous en serons au temps des cerises, et gai rossignols et merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission à Racaille du 27 mai 2025, qui sera consacrée pour sa partie artistique à Georges Mathieu, un immense artiste que j'ai fréquenté dans mon adolescence béate et que j'ai retrouvé avec un plaisir immense à l'Hôtel de la Monnaie avec ma camarade ce vendredi dernier. Et nous allons dans le même temps tenter de porter notre regard en marche sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Bonjour à tous, vous pouvez nous écrire via notre blog artracaille.fr ou sur notre adresse mail aracaille@orange.fr. Accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge, une fleur couleur de sang. Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge, lève-toi car il est temps. Allons droit devant vers la lumière, en montrant le poing et en serrant les dents. Nous réveillerons la
accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge, une fleur couleur de sang. Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge, lève-toi car il est temps. Tu crevais de faim dans ta misère, tu vendais tes bras pour un morceau de pain. Mais ne crains plus rien, le jour se lève et il fera bon vivre demain. Compagnon de colère, compagnon de combat, toi que l'on faisait taire, toi qui ne comptais pas, tu vas enfin pouvoir le porter, le chiffon rouge de la liberté, car le monde sera ce que tu le feras, plein d'amour, de justice et de joie. Le chiffon rouge, interprété par Rosalie Dubois. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Top cochon, quoi ajoutait Loupion. V'là-t-il pas qu'une menace d'une ampleur pas encore mesurable, mais certifiée, par le petit flic de service 3 pièces Rotaillot, nouveau président du groupuscule Les Républicains, que de nom. Mais sous le coude les soucis du Premier ministre Loubérou Characabra et à propos des sévices infligés aux écoliers de l'école privée religieuse de Bétarame, tout là-bas en Ambre, dans le Béarn, enfin pour ceux qui sont tout là-haut en haut, dans le Nord. Cette mise au point géographique, elle est au point. Retrouvons nos frères musulmans et la menace qu'ils représentent pour notre République, des copains et des requins. En fait, et malgré la gonflette à laquelle le petit ministre de l'Intérieur a la triste figure, soumet l'information à propos d'une reconquista de la France au-delà de Poitiers pour les hordes musulmanes, que ce n'est rien que du pipi de chat, une prépa intensive de désinformation en vue des prochaines mais encore lointaines élections du polichinelle présidentiel. Que ce petit bonhomme en mousse, qui n'a pas d'autre idée à proposer que l'éradication des musulmans de France, tout en affirmant ses griffes sur le cœur que « oh là là, non !» qu'il aime nos compatriotes de confession musulmane, mais pas les frères musulmans qui menacent les fondements laïques de la République une et indivisible, créée bondier de loi de 1905. Tout ce blabla de la droite et de l'extrême droite qui semble à cette heure des surenchères sécuritaires un peu molles de la cravache. Une citation inspirée par l'ex de l'Intérieur, aujourd'hui garde des Sceaux, faut suivre, pas une obligation sauf si on a des potes qui prient à genoux sur une planche à clous tournée vers la Mecque. Depuis la conquête de l'Afrique du Nord et plus particulièrement de l'Algérie par le maréchal Lyautey et ses meutes de tueurs à gages, plusieurs millions de morts pour toute la période de la colonisation jusqu'à l'indépendance de 1962. À propos, les frères musulmans, combien de divisions? 139 lieux de culte contre 2600 mosquées d'où ils sont absents. Une grosse dizaine d'écoles confessionnelles contre 59 650 écoles et établissements laïques, dont 48 950 écoles, 6 950 collèges,
3750 lycées. Sûr que ces chiffres terrifiants des lieux de culte des frères foutent le blues, où font s'esclaffer à s'en claquer la sous-ventrière tous les habitués des bistrots de quartier qui doivent en faire des blagounettes de comptoir pouffantes. Alors, des politiques capables de baver de tels constats à propos de la terreur musulmane, faut quand même faire un peu gaffe quand le moment sera venu de mettre un bulletin dans l'urne au bureau de vote de votre quartier. Un minimum de retenue pour dire, surtout qu'avec comme modèle un gonfle-bouffi de l'acabit de Trump la mort, car, faut pas se gourer, les politicards franchouillards du centre de droite et de l'extrême droite sont des touches-pipi devant les délires abscons et surtout mortifères du nasillon à Merloc. N'ayons pas des vapeurs de pucelles, disons les choses pour ce qu'elles sont. Le fantoche de la Maison-Blanche close américaine, qui veut annexer le Canada, acheter le Groenland, le prendre par la force des armes, débaptiser un golfe, se faire offrir un zinc à 400 millions de dollars. Un président français s'est fait botter le cul pour sa réélection à cause de quelques diamants refilés par un empereur africain très loin de valoir Stador volant. Et c'était bien fait pour cette pomme. Mais est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure où quelques centaines de frères musulmans mettent en péril la République de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, nous serions encore capables de jeter l'opprobre sur un président magouilleur, un premier ministre magouilleur, ou tout autre haut personnage de l'État magouilleur? Eh bien non, seul le bobard paie. Le facteur a dit la vérité, il doit être exécuté. La bourse l'a dit, la canne ou le parapluie, qui me faisait tant rire dans mon enfance. Moi, aujourd'hui, où des faces de carême, comme les épouvantails de jadis, font se carapater le bonheur de vivre, en baratinant comme des camelots, qui font miroiter à la ménagère béate le produit miracle quasi gratos, moyennant quelques piécettes jaunes de rien du tout. Hein, monsieur Rataillot, combien de portraits de frères musulmans au compteur? La pêche, elle est si bonne. Faut mieux amorcer si vous voulez du résultat. Mieux aboyer aussi, écouter la marine en bois bouffée au taré et son dépendeur d'andouille futur prix Nobel de littérature. Bordel là. Puis du coup, rétablissez la peine capitale, imparable pour rameuter toute la beaufrie française. Et les élections publiques, les exécutions publiques, un petit coup de guillotine par-ci, un petit coup de guillotine par-là. Payante, cela fera du fric pour bâtir un nouveau bagne en Guyane, du côté de Saint-Jean-du-Maroni. Que la Jeanne d'Arc de Gaulle, qui doit faire des cabrioles dans sa tombe, lui, qui a aboli le bagne guyanais, et qui, contrairement à Darmanin de Jardin, a mangé beaucoup de soupe dans son enfance liénoise. Donc oui, ce fameux rapport sur les frères musulmans, sur soi-disant cet entrisme islamiste au sein de la République, ce rapport confidentiel qui ne devait pas sortir puisque confidentiel, mais qui sort quand même, au moment, comme tu le précises, où Bayrou était quand même un peu englouti par l'affaire Betaram, on peut réellement se poser des questions, d'autant que ce rapport a été quand même déglingué directement, et même par Macron, et même par des députés ou des politiques de son parti, comme étant un grand n'importe quoi. En fait, qui, une fois de plus, quand même, va encore stigmatiser ces jeunes femmes musulmanes qui portent le voile, où on s'acharne sur elles, où elles ne devraient pas porter le voile avant tel âge, enfin, voilà, où toujours, ces femmes sont là, où les hommes décident de ce qu'elles doivent faire, de ce qu'elles doivent porter, ceci, cela, et c'est trop, et c'est pas assez. Enfin, c'est quand même absolument délirant, d'autant qu'on ne se pose pas la question, et ça Ruffin quand même le signalait, que quand des jeunes enfants, des jeunes garçons portent la kippa, personne ne vient aujourd'hui s'offusquer que des enfants de 4 ans portent une kippa dans la rue, ça ne gêne absolument personne, en tout cas pas nos députés comme Retailleau. Donc on peut quand même se poser des questions, et tu disais que même Macron avait été monté au créneau sur ce rapport.
Et là, j'écoutais justement sur Marion Lopez, sur le média, son émission Le Récap, où il y a eu tout un pataquès sur Léna Situation, qui est une influenceuse, mais je crois qu'il y a 5 millions d'abonnés, qui était au Festival de Cannes, qui est apparue une première fois dans une tenue avec une robe longue et ample blanche, et puis un petit quelque chose sur les cheveux, un foulard. Et alors là, tout de suite, ça a été le grand scandale. Ça y est, c'est de l'entrisme vestimentaire sur l'islam, etc. Le lendemain, ou à la fin du festival, elle est arrivée beaucoup plus dénudée, et là on a été dire qu'elle n'avait pas assez, qu'elle n'était pas assez couverte. Enfin, il y a quand même quelque chose qui dysfonctionne complètement. Et honnêtement, je plains quand même vraiment toutes ces jeunes, tous les musulmans en France, et particulièrement ces jeunes femmes qui sont quand même dans des situations compliquées, qui ont leur famille, leurs frères, et qui ont cette place dans l'espace public qui est quand même sans arrêt jugée. C'est quand même inadmissible, quoi. Oui, complètement inadmissible. Alors, quand on entend ces espèces de fumistes, Retailleau, Darmanin, etc., toute la clique qui monte, je n'obère pas des Bordella et de sa cheftaine, Marine Le Pen, Marine Amboise, Bouffot Tarret, là, qui n'arrêtent pas, qui bâtissent leur réputation politique sur un sujet et un seul, l'anti-islamiste, l'anti-musulman, l'anti-immigration. C'est quelque chose d'insupportable. Voilà. Ils n'ont rien d'autre dans la tête Alors imaginez que vous allez élire ces gens-là, que ce soit Retailleau, que ce soit Darmanin, que ce soit Bordella ou sa cheftaine. Qu'est-ce qu'ils vont vous proposer comme vie durant leur quinquennat, peut-être même un quinquennat qui soit doublé, parce qu'il paraît que les gens de l'extrême droite, on a beaucoup de mal à les déloger une fois qu'ils sont installés quelque part. Il faut lire le livre de Salomé Saké, justement Résister, qui met bien en garde contre effectivement cette république, notre démocratie ou ce qu'il en reste, voilà, qui peut en 18 mois, si le RN est au pouvoir, complètement vaciller, quoi. Ouais. Surtout, voilà, comment on peut élire des gens qui n'ont absolument rien d'autre à proposer que de foutre des millions de Français d'origine musulmane, d'origine maghrébine, dans des bateaux pour qu'ils retournent dans leur pays, où d'ailleurs personne ne voudra les accueillir. Mais là, effectivement, il y a quand même une obsession, une stigmatisation permanente de cette population, ce qui ne peut qu'encourager ce qui s'est passé l'autre fois dans une mosquée, des crimes islamophobes. C'est un mot qu'ils ne veulent pas dire, mais on est clairement quand même dans une diffusion d'islamophobie claire et nette, quoi. Tout à fait. Voilà. Je vois pas ce qu'ils ont de différent. Quelle différence y a-t-il entre les Français de confession musulmane, les Français de confession juive ou les Français de confession chrétienne? Je vois vraiment pas ce qu'il y a de différent, parce que ce soit chacune de ces confessions, ils sont complètement, pour un athée de mon acabit, ils sont complètement hors sol, quoi. Ils croient en des choses qui n'ont jamais existé, que personne n'a jamais vues, voilà. Et si ce Dieu de miséricorde existait, il n'y aurait pas en ce moment des milliers d'enfants qui sont massacrés à Gaza, des Ukrainiens qui sont massacrés en Ukraine, etc., etc. Bon, je vais pas faire le tour du monde des massacres, parce que bon, vous êtes un peu au courant si vous écoutez cette émission, qui ne parle pas de tous les massacres du monde, mais qui a choisi de parler surtout du massacre de la Palestine. Ouais. Et quand tu parlais de nos politiciens, justement, qui sont mouillés dans plein d'affaires, là, je me suis prise à regarder plusieurs petits morceaux de commissions d'enquête parlementaires. Je me suis aperçue qu'il y en avait effectivement un bon nombre. Je suis tombée sur Bernard Arnault qui était interrogé sur les finances, les finances publiques qui sont données aux entreprises et qui doivent avoir en retour, et justement où il est accusé d'évasion fiscale. Et en fait, il est face à deux sénateurs, dont un qui est commis
communiste qui travaille à l'humanité. Et en fait, Bernard Arnault ne répond pas aux questions qu'on lui pose. Simplement, il se défend et il attaque. Enfin, il défend pas, il attaque ce sénateur sur ce qu'il a écrit dans l'Humanité. Il attaque le journal Le Monde. Et en fait, ils sont là, ils trônent et ils se croient tout permis, c'est-à-dire qu'ils sont au-dessus des lois. J'ai écouté aussi sur... comme Beyrouth Char et voilà, comme on avait parlé de Beyrouth, mais j'ai écouté aussi la conclusion de la commission d'enquête sur l'établissement Stanislas qui avait posé problème il y a quelque temps, où il y avait de la violence, il y avait de l'islamophobie, de l'homophobie. Et donc il y a eu toute une commission d'enquête avec des inspecteurs qui sont venus et le rapport, la conclusion justement est complètement contradictoire par rapport à toutes les pages qui sont rapportées des auditions. Et parce que ça a été rédigé par quelqu'un de bienveillant par rapport à Stanislas, alors que il y a une inspectrice qui intervient et qui dit mais moi je suis pas d'accord, c'est en notre nom, on a dit exactement le contraire de la conclusion du rapport. Donc là il y a encore une protection de l'État sur cet établissement. J'ai écouté ce qui s'est passé aussi sur le scandale de l'eau Nestlé. C'est sur le média aussi qu'il y a un petit reportage d'une quinzaine de minutes où on sait que depuis 2021, l'État savait ce qui se passait dans les usines Nestlé, mais n'a pas averti les consommateurs, n'a pas saisi la justice, a lancé de longues procédures de contrôle, qui avait une rencontre avec Agnès Pannier-Runafier, qui était à l'époque ministre de l'Industrie, sur ce qui se passait sur cette utilisation de filtres cachés en sous-sol, tout un système dissimulé dans de fausses armoires électriques avec des agents de contrôle sanitaire qui ne pouvaient rien voir quand ils passaient. Nestlé, c'est une fraude qui se monte à 3 milliards d'euros. En février 2023, il y a eu une concertation interministérielle entre le ministre de la Santé, l'Industrie, Matignon sur des usines d'embouteillage dans les Vosges et dans le Gard, dans le lieu même du cabinet de Madame Borne, qui était alors première ministre, disant qu'elle n'était pas au courant qu'il y avait ce... Ouais, ils sont jamais au courant de rien. Hein. Voilà, c'était placé sous la direction de 2 conseillers de l'Élysée sur cette microfiltration illégale qui avait déjà cours. Et en fait, cette concertation, au lieu d'aboutir à une interdiction et à des mesures, quand même aboutit à l'autorisation contre l'avis de l'autorité sanitaire, avec des contaminations graves, de risque de contamination virale. Enfin, c'est quand même très grave. Nestlé, cette industrie ne veut pas retirer l'appellation eau minérale naturelle parce qu'elle fait tout son beurre là-dessus, bien sûr, parce qu'elle vend son eau quand même 400 fois plus cher que l'eau du robinet. Et décembre 2023, il y avait un rapport de l'ARS Occitanie qui soulignait les contaminations dans les sources Perrier du Gard, et il y aura un rapport après très édulcoré avec des modifications, sachant que toute la liste des pesticides qui ont été retrouvés dans l'eau a disparu du rapport final, et que pour modifier le rapport, l'ARS a refusé cette modification et que c'est Nestlé qui l'a demandé au ministère. Donc on est vraiment dans des collusions gravissimes entre au plus haut niveau. Au plus haut niveau. Et comme tu disais, à l'époque c'était Alexis Kohler qui était là, qui était le bras droit de Macron, c'est lui qui était au courant, qui a rencontré des gens de Nestlé, et quand il y a un premier contact le 11 juillet 2022 avec l'Élysée et le PDG de Nestlé qui a rencontré Kohler, qui est le bras droit de Macron, il y a eu des échanges jusqu'en janvier 2025, et c'est même Kohler qui a fourni à Nestlé les bons contacts à avoir dans les ministères. Donc là, on est quand même dans un scandale d'État. Enfin, il faut bien l'appeler comme ça. Donc on verra ce qui va se passer, mais donc il y aura une commission d'enquête aussi. Mais c'est... En fait, les mots ne viennent plus tellement, c'est grave en fait. Et Perrier continue d'être vendu dans les bars, de faire de la publicité dans le métro, enfin voilà, donc en fait, on s'en sort pas. C'est un État mafieux. C'est un État réellement mafieux. Et quand Macron est interrogé, alors qu'il est, je sais plus, il est en province il y a des conférences par rapport au cancer, il dit moi je suis là pour parler du cancer, revenons à notre sujet, ce qui s'est passé avec Nestlé, laissons le travail se faire, je ne sais pas. Voilà, ils ne savent jamais rien, ils se rappellent de rien, quand même grave quand on est à la tête de l'État, quoi. Oui, alors qu'on accuse Beyrouth de perdre la mémoire, c'est une épidémie. Ah peut-être. Ouais. Il y a quelque chose d'épidémique. Voilà. Alors sinon, il y a eu ce concours de l'Eurovision où, je le rappelle, il y avait un appel massif à ce qu'Israël ne participe pas. Israël a participé. Et par contre, le gagnant, le vainqueur est un jeune chanteur autrichien qui a dit « J'aimerais que l'Eurovision se tienne à Vienne l'année prochaine sans Israël ». C'est une parole forte. Ah ouais. Et ce gagnant du concours de la chanson donc appelle à l'exclusion d'Israël l'année prochaine. Et Johannes Pitsch, 24 ans, qui est connu
sous le nom de Gigi qui représente l'Autriche, donc a remporté cette compétition. Et selon lui, le concours de l'Eurovision a besoin d'être amélioré. Il faut notamment apporter des changements au système de vote et aux participations au concours, a-t-il déclaré au journal espagnol El País, et d'ajouter: il est très décevant de voir qu'Israël participe encore au concours. J'aimerais que l'Eurovision se tienne à Vienne l'année prochaine sans Israël, mais la balle est dans le camp de l'Union européenne de radio-télévision. Nous, les artistes, ne pouvons que nous exprimer à ce sujet. Et c'est quand même une parole forte de quelqu'un qui a participé à ce concours, parce qu'il peut quand même être après blacklisté sur toutes les scènes. Qui peut briser sa carrière, carrément. Complètement. Et jeudi, le radiodiffuseur public néerlandais Avrotos s'est demandé si le concours Eurovision de la chanson pouvait encore être considéré comme apolitique, compte tenu de la participation d'Israël dans le contexte de la guerre génocidaire contre la bande de Gaza. La participation d'Israël dans le contexte actuel nous amène à nous demander dans quelle mesure ce concours continue d'être un événement culturel véritablement apolitique et unificateur. C'est quand même des paroles qui ont le mérite d'exister sur un concours qui est quand même du loisir, quoi. Donc on peut que se réjouir de cette prise de parole publique, quoi. Dans le même temps, Israël, l'État israélien, l'État colonial et fasciste israélien rase complètement Gaza, bombarde tous les lieux culturels, de santé, etc., etc. Les enfants payent un tribut invraisemblable à cette guerre qui n'a pas lieu d'être, voilà, parce qu'ils peuvent toujours ramener l'histoire de l'attentat de 2023, là, du 7 octobre. Hein? Oui, l'attentat du 7 octobre. Du 7 octobre. Mais je rappellerai à nos chers auditeurs que, si vous voulez, la Palestine est agressée depuis 1948 et même avant. Voilà, il y a eu déjà la Nakba où il y a 800 000 Palestiniens qui ont été forcés de quitter leur pays. C'est pas les 1000 morts qu'il y a eu dans ce massacre du kibbutz au mois d'octobre 2023 qu'on déplore. Évidemment, personne ne peut se réjouir du massacre d'un millier de personnes avec des enfants, des bébés, des femmes, etc. Mais il ne faut pas non plus faire remonter, si vous voulez, la guerre à cette date. Elle date de 1948 et même avant. Ouais. Voilà. Alors, il y a de nombreux appels à rassemblement, et justement, dimanche après-midi, il y avait à 15h30, je suis à la sortie du métro Place de la République avec mon amie Béatrice. C'est la montée des marches et nous sommes accueillis par un drapeau palestinien grand format et un drapeau algérien, tous deux liés et flottant au-dessus de l'escalier. L'appel au rassemblement et à la solidarité a été entendu. Les défenseurs du droit international sont là, des hommes, des femmes, des enfants, des kéfis autour du cou ou pas, toutes générations confondues, et moi je suis submergée par l'émotion, des larmes au coin des yeux. Des peluches maculées de sang sont accrochées un peu plus haut sur la statue, le sang des enfants de Gaza, des slogans que la foule reprend, une fanfare par ici, scande Israël assassin macro-complice, enfants de Gaza c'est l'humanité qu'on assassine entre deux morceaux de musique, des sourires, de l'énergie, des regards complices. Les associations de défense du peuple palestinien, dont le JFP, sont aussi présentes sous des barnums. La présence policière est plutôt discrète, réduite autour de la place à un cordon de protection par rapport à la circulation. Et dans ce rassemblement, aucune parole antisémite, je n'ai rien entendu. Mais jamais dans les rassemblements auxquels on a assisté, ou les manifs pour la Palestine auxquels nous avons assisté, on a entendu des slogans antisémites. Non, jamais. C'était vraiment les gens, on se regarde, on se sourit. Enfin, il y a quelque chose, il y a quelque chose de fort, parce qu'en fait, tout le monde est là pour la même raison, quoi, pour arrêter ces massacres qu'on peut plus nommer, quoi. Je n'étais qu'un gosse, mon grand-père me disait souvent, assis à l'ombre de son porche,
regardant passer le vent. Petit, vois-tu ce pieu de bois auquel nous sommes tous enchaînés? Tant qu'il sera planté comme ça, nous n'aurons pas la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Petit, ça fait déjà longtemps que je m'y écorche les mains. Et je me dis de temps en temps que je me suis battu pour rien. Il est toujours si grand, si lourd, la force vient à me manquer. Je me demande si un jour nous aurons bien la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Puis mon grand-père s'en est allé, un vent mauvais l'a emporté. Et je reste seul sous le porche à regarder jouer d'autres gosses, dansant autour du vieux pieu noir où tant de mains se sont usées. Ils chantent des chansons d'espoir qui parlent de la liberté. Oh, si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. La, la. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. C'était le pieux Marc Robin, justement un des morceaux que la fanfare avait repris.